Immense plaisir de vous recevoir. Vous êtes prospectiviste, auteur de France 2040, explorer les scénarios possibles. En ce moment, je voudrais qu'on essaye dans cette conversation de répondre à une question clé que se posent beaucoup à la fois d'entrepreneurs, de dirigeants aussi, et puis le grand public. C'est à quoi va ressembler la France du futur, la France notamment en 2040, et comment on peut s'y préparer dès aujourd'hui. D'abord, une petite question au début. Vous êtes prospectiviste, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors la prospective, c'est surtout pas, d'abord je le dis tout de suite, je le répète à tous mes clients, c'est surtout pas être Madame Irma, c'est surtout pas faire de la divination. C'est important. Donc là, on va explorer préciser des scénarios là dans cette discussion, mais évidemment, je ne dis absolument pas, il faudra pas ressortir les bobines dans 20 ans en disant mais vous aviez dit que ça, c'est absolument pas ça, je préfère le dire en amont. C'est vraiment la prospective, ouvrir, je le disais, les scénarios possibles. C'est de se dire comment est-ce que j'arrive à explorer ce qui pourrait arriver demain. Et il y a une image que j'aime bien, et elle est pas de moi, c'est que en fait la prospective c'est presque comme la gymnastique ou un sport de combat. En fait, on sait pas d'où le coup va arriver, mais à force de se préparer à prendre des coups et à anticiper les coups, d'où qu'ils viennent, on sera plus prêt à le prendre. Et donc c'est vraiment ça l'objectif de la prospective, au-delà de l'exercice toujours intéressant et intellectuel de réfléchir au futur. Mais voilà, c'est se préparer à ça. Et donc concrètement, ça veut dire, alors il y a plein de manières de faire la prospective. Moi, la manière qu'on a eue dans cette étude et que j'ai avec mes clients et les leaders, c'est d'arriver déjà à identifier les signaux faibles, tous les marqueurs un peu du changement d'époque. Donc déjà arriver à voir la différence entre l'écume des vagues et vraiment ce qui peut être des marqueurs de changement. D'accord. Ensuite, relier ces signaux faibles entre eux pour essayer de se dire qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc je prends quelque chose dans le réchauffement climatique, quelque chose dans le vieillissement de la population, qui sont des intangibles. Si on les met ensemble, qu'est-ce que ça peut donner, et ensuite créer des scénarios à partir de là. Dans France 2040, on explore 9 scénarios très sociétaux, mais je le fais aussi avec des assurances, des banques, etc. Et en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est de voir l'impact que vont avoir ces événements sur sa stratégie de manière très haute, mais aussi un produit, une cible, etc. Et donc, je fais pareil avec mes clients, on regarde un peu tout ça, on trie, parce qu'évidemment, ils pourront pas être sur tout, et ensuite, on se dit, qu'est-ce que ça change et comment je pilote tout ça, mon entreprise, grâce à cette projection. Génial. Donc, c'est essentiel aujourd'hui de faire la prospective. C'est de plus en plus d'entreprises le font. Alors, il y a vraiment, je pense qu'il y a eu alors ça a existé depuis très longtemps, il y a des acteurs français qui font ça depuis 50 ans. Il y a vraiment une accélération ces dernières années sur la prospective. Depuis le Covid, déjà, je pense qu'il y a eu un moment Covid, parce qu'en fait, on était tellement dans un temps court où on n'arrivait même pas à imaginer ce de quoi demain serait fait, et on était plusieurs à suivre les courbes de la progression de la maladie en se disant c'est au moment où ça va atteindre l'asymptote que peut-être qu'on va arriver à réfléchir aux choses. Donc voilà, on était dans un temps extrêmement court, et en plus, on a réalisé à la fin de l'épreuve du Covid que c'est quelque chose qui n'était pas non plus complètement une surprise. En fait, je me rappelle sur des projets, moi j'avais travaillé avant le Covid sur le retour des grandes pandémies. Alors, on savait pas d'où elle viendrait exactement. Il y a eu beaucoup de sujets sur le permafrost. Enfin, il y a eu plein de. Oui. Mais le retour de la pandémie, c'était quelque chose qui pouvait être un peu dans les tuyaux qu'on pouvait imaginer et donc s'y préparer, même si on savait pas quelle pandémie. Et ça, on l'a découvert et donc on s'est dit, les entreprises se sont dit, il faut pas qu'on se laisse avoir une nouvelle fois par un autre événement qui arrive. Et donc il y a eu cette accélération. Donc ça, c'est très Covid. Après, c'est très logique dans le temps qu'on vit parce que on reproche aux politiques, mais c'est vrai aussi des entreprises, on est tous dans le court terme, on est tous dans le jeu des séquences, que ce soit dans le travail des plans trimestriels, de faire remonter de l'information quand on est coté, ou la discussion avec ses investisseurs, même quand on n'est pas coté, on est tous dans ce temps très court. Et donc ça ne nous permet pas de sortir et de se réfléchir à la suite, alors qu'on sait la stratégie comme... en militaire ou en politique, c'est anticiper. Et donc, comment on anticipe et dernier point, je pense que les 10-20 ans, pourquoi il y a cet intérêt, c'est que tout le monde a compris que les 10-20 ans qu'on allait vivre qui arrivent seront probablement les plus bouleversants depuis longtemps. Et notamment dans l'étude, on encapsule ça autour de plusieurs grandes crises. On va avoir la crise de nos limites. On pense tous aux limites planétaires, mais on va aussi avoir les limites cognitives, parce que la technologie va pousser assez fortement notre capacité à être humain et nous challenger là-dessus. Il y a la crise économique, la crise de la limite aussi économique, parce qu'on réalise maintenant collectivement que c'est pas parce qu'on s'enrichit tous
collectivement en moyenne qu'en fait chacun s'enrichit aussi. Et donc, comment on fait face à ces inégalités? Donc, on va faire face à ces limites. On a une deuxième grande crise qui est celle du collectif. Moi, il y a une étude que j'adore et qui dit tout, qui est sortie, que l'Obsoco a sorti et actualise régulièrement sur les utopies françaises. Et donc, on demande aux Français, à partir de questions très très précises sur ce qu'ils aimeraient advenir, quelle est votre utopie? Et il y a 3 grandes utopies françaises. Il y a ce qu'ils appellent l'utopie technolibérale, qui est un peu le progrès classique qu'on peut imaginer, la technologie, le libéral, la mondialisation. Et ça, en fait, en France, c'est plus que 10% des gens qui sont là-dedans, et c'est en baisse. Ah oui. La deuxième, ouais, c'est assez impressionnant. Alors qu'il y a 50 ans, c'était peut-être, ou même avant, c'était peut-être la première. La deuxième, c'est ils appellent la sécuritaire identitaire. Donc, ça, le nom parle de lui-même. Ouais. On est à 40%, on est en hausse. Et les derniers 50%, si on a bien fait les calculs, qui est assez stable, c'est tout ce qui est écologique, local. Et donc, au-delà de commenter les résultats, c'est juste de dire qu'en fait, on fait plus collectif. Quand on part dans 3 directions complètement différentes, comment on arrive à remettre les gens autour de la table? Donc, il y a cette crise du collectif. Et après, peut-être rapidement sur la dernière crise, c'est l'idée d'une histoire qui avance. On avait l'impression qu'on allait clore des sujets et avancer vers des sujets de demain. Et en fait, on voit, et encore plus ces derniers mois, ces dernières années, le retour de la guerre, le questionnement de la démocratie, même dans certains pays, le débat sur l'avortement. En fait, on est dans quelque chose de complètement cyclique et donc on n'arrive plus à se projeter. Donc, face à ces 3 crises, je pense que collectivement, même si on n'a pas mis le mot exactement sur tout ça, on sent qu'il va falloir inventer quelque chose de nouveau. Et dans les entreprises, c'est pareil. Et comment elles peuvent elles-mêmes impulser quelque chose de nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'elles s'intéressent en ce moment vraiment à la prospective. Est-ce que la crise technologique, vous la mettez dans l'une de ces 3 cases-là Alors, la crise technologique, il y a un vrai sujet technologique. Alors, la technologie, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, elle a conduit. Je pense que là, en tout cas, si on revient sur pourquoi est-ce que les gens n'ont plus l'utopie, ce qu'ils appellent technolibérale, c'est d'un côté le libéral est bien challengé sur les sujets économiques, on en parlait, et même sur le même sujet de la mondialisation, du libéralisme qui est en train peut-être de disparaître à l'heure où on parle aujourd'hui de manière globale et géopolitiquement. Donc ça, et elle disparaît pas juste parce que certains ont décidé, parce qu'elle a eu du mal ces derniers temps à montrer sa pertinence et à montrer qu'elle arrivait à continuer à émanciper tout le monde, comme c'est la promesse d'une utopie. L'utopie, à quoi ça sert? C'est pour arriver à émanciper les gens. Donc ça, elle a été mise de côté. Et sur la technologie, c'est pareil. Je pense qu'on est... Ce qui est intéressant sur la technologie, et c'est le sujet où on va l'aborder probablement avec l'IA, c'est qu'on a réalisé que la technologie nous aidait sur certains points, mais accélérer les usages, amplifier les usages, on n'écrit pas moins de mails, on n'écrit pas, quand on est passé du courrier à l'email, on a juste écrit plus de mails, on n'a pas gagné du temps. Et donc, je pense que les gens réalisent ça, et donc même si ça nous aide, ça nous aliène sur d'autres points. Et donc, il y a cette défiance de plus en plus quand on regarde les études. Jean Jaurès, on sort régulièrement des études, mais c'est vrai partout. Sur la défiance par rapport à la technologie, il y a un vrai questionnement, un vrai doute, une peur qu'il faut accompagner. On y reviendra parce que c'est le rôle du leader aussi de se projeter pour accompagner ces peurs-là. Mais en tout cas, il y a cette méfiance, en effet, qui existe dans la crise de la technologie. Ouais. Absolument passionnant. Alors justement, si vous deviez décrire en une image à quoi va ressembler la France en 2040, c'est peut-être un peu difficile comme question de résumer ça en image. Heureusement, on a bien travaillé sur l'étude, donc en tout cas, on a beaucoup travaillé. Après, on verra si c'est bien, là aussi, je vais pas être dans l'exercice d'imagination, donc on ouvre en tout cas des voies possibles, et dans l'étude, à chaque fois, on ouvre des scénarios un peu extrêmes. On a pris les extrêmes, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Il y a le scénario alpha qui est le positif, ça veut dire on aura mis en place les bonnes choses, et le scénario oméga qui est le négatif. Et évidemment, la réalité, elle sera entre ces 2 scénarios, mais on voulait en tout cas définir un peu le territoire et le terrain de jeu et le périmètre d'action. Et donc, quand on regarde la France de 2040 ou même 2045, il y a des intangibles. Premier intangible qui bougera plus, c'est la natalité. La natalité de 2040, elle est déjà faite aujourd'hui. Ouais. Et on voit qu'on est dans un vieillissement de la population. On aura 1/4 des personnes qui aura plus de 65 ans et 1/7, une personne sur 7 qui aura plus de 75 ans. Et donc on imagine bien à quel point ça va poser, on est juste au début des questions sur le financement du modèle, comment est-ce qu'on arrive à avoir assez d'actifs. Ça posera évidemment des questions, on le sent apparaître sur l'immigration aussi, parce que comment on arrive à avoir une population qui continue à travailler pour toute cette population qui sera vieillissante et qui ne voudra et ne pourra plus travailler. Ça posera aussi d'autres questions sur comment on gère et on accompagne ce vieillissement, et on n'est plus dans un moment, dans une société très binaire entre actifs et non actifs, et comment on recrée cette continuité-là. Donc il y a ce premier enjeu vraiment, et même on le voit, des sociétés où les gens sont plus âgés n'ont pas les mêmes priorités. C'est plus de sécurité, moins de liberté, peut-être moins d'entrepreneuriat. Donc c'est aussi comment on accompagne cet intangible qui est de fait maintenant. Okay. Deuxième intangible, c'est l'écologie. On a quitté l'espoir du plus 1-2 degrés fin de siècle, on est dans le plus 3-4. Et donc,
Là aussi, il va falloir se préparer. On sera plus dans le temps de l'anticipation, à compter le CO2 qu'on économise chaque année, mais plutôt de l'adaptation permanente. Et là, il y a deux possibilités. Soit on arrive à s'y préparer et on arrive à mixer atténuation, et on reste dans les CO2, et on parlera là plus largement des limites planétaires, parce qu'en fait, le CO2, c'est un des nombreux sujets. On parle de plus en plus en entreprise, je suis assez étonné, de plus en plus j'entends ça sur la biodiversité, il y a de plus en plus de travail qui est fait sur la biodiversité, mais il y a donc toutes ces autres limites planétaires qu'on est en train de dépasser. Et donc comment l'atténuation se fera au niveau global, bien sûr, entre les pays, mais l'adaptation au quotidien, elle n'est pas au niveau global, elle est au niveau extrêmement local, et elle est assez individuelle. Il y aura du collectif, mais c'est aussi chaque entreprise qui devra trouver des plans de continuité et travailler cette adaptation-là. Et donc cette deuxième intangible, comment on le prépare également. Et le troisième intangible, on a commencé à en parler, c'est la technologie. Aujourd'hui, on parle de l'IA, il y a peu de chances qu'elle disparaisse du jour au lendemain. Ouais. La prochaine révolution qu'on explore dans l'étude, c'est la robotique. Et en fait, c'est quand on mixe IA et robotique, là, il peut vraiment y avoir des choses encore plus intéressantes qu'aujourd'hui et peut-être plus effrayantes et qu'il faudra accompagner aussi. Et les deux feront une espèce de technologie qui sera probablement beaucoup plus là en permanence, mais peut-être moins visible, avec beaucoup plus de capteurs. Se pose la question même de nos outils. Le device, aujourd'hui, c'est l'iPhone. On voit que avec l'IA, ça rend assez caduque, en fait, l'iPhone. Et dans l'étude, on explore un scénario où c'est beaucoup moins les sens, on regarde les sens qui sont mobilisés, beaucoup moins la vue et le toucher, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'iPhone, mais beaucoup plus l'ouïe et la voix peut-être. Et donc on sera dans ce monde-là. Alors d'autres inventent des lunettes. Donc voilà, même sur l'exemple précis de l'outil de connexion à ce monde digital, il va complètement évoluer. Donc ça, c'est un intangible aussi, même si c'est un intangible dans le sens où il faudra qu'il fasse sa transition. Parce qu'aujourd'hui, ce monde un peu rêvé où l'IA fait tout, les agents IA font tout, aujourd'hui, il n'est pas possible dans notre cadre de ressources et notre cadre d'espace même physique disponible au sol pour mettre les data centers, etc. Donc, il va falloir qu'il fasse sa transition. Sinon, cet intangible-là, il deviendra tout à coup très tangible. Et voilà. Et ensuite, il y a des choses qui sont des vraies choses de discussion. Sur l'économie, est-ce on ira dans un monde où on acceptera la polarisation de plus en plus forte économique et de patrimoine, ou est-ce qu'à l'inverse, on fera quelque chose contre? Sur le vivre ensemble, est-ce qu'on acceptera une société qui se compartimente de plus en plus, où on accepte en fait qu'il n'y a plus forcément de vivre ensemble et qu'on est entre communautés qui pensent un peu pareil? Et dans l'étude, on explore quelque chose de très physique où les gens commencent à déménager pour vivre autour de gens qui ne pensent comme eux. Parce que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter, etc. Et donc, est-ce qu'on accepte ça ou est-ce qu'on va contre? Et donc, c'est là où à chaque fois, il y a des ouvertures, et après, il y en a beaucoup d'autres, des intangibles. Mais il y a la question de l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait pour apprendre l'apprentissage? Enfin, quel apprentissage on met face à ce monde qui change? Donc voilà, il y a ce qui est sûr et il y a ce qui est moins sûr. Mais dans tous les cas, rien n'est défini. Il va falloir l'écrire et voir tout ce qu'on prend de ces éléments-là et pousser une stratégie spécifique pour l'entreprise, des votes, des politiques pour la partie plus sociétale. Parmi tous ces scénarios justement que vous avez recherchés, que vous avez mis en avant, etc., lequel est celui que les dirigeants refusent obstinément de voir, ou avec lequel ils ont le plus de mal? Ouais, voilà, je pense que ils ont quand même conscience, parce qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a beaucoup de dirigeants, moi, quand je rencontre, qui sont très au fait quand même de ce qui se passe. Le vrai enjeu, c'est comment ils arrivent à, prendre conscience de l'impact concret que ça va avoir. Parce que c'est une chose de dire oui, le réchauffement climatique, c'est une autre chose. Et nous, on travaille des fois avec des designers qui vivent sensoriellement ce que ça veut dire un monde à 40 degrés. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là de comment ils le ressentent même. Donc c'est plutôt prendre la pleine puissance des impacts de ce changement, par exemple. Mais voilà, c'est plus vraiment arriver à comprendre ça. Donc il y a sur ces sujets-là, évidemment, le premier, je le disais, c'est l'écologie, où on a du mal quand même à comprendre ce que ça veut dire l'impact de la biodiversité sur une entreprise au quotidien à Paris ou n'importe où en France. On a du mal à saisir. Et donc ça, il y a vraiment ce travail-là. Et derrière, comment je m'adapte et comment dès aujourd'hui, je mets en place des plans de continuité. Dans l'étude, c'est des choses très concrètes. Alors ça ne concerne pas forcément que les entreprises, mais quand il y a une montée des eaux, il faut s'assurer d'avoir des volets qui ne sont pas électriques, parce que sinon ça saute. Est-ce qu'on décide d'avoir des trappes sur le toit pour pouvoir sortir de soi? Donc c'est des choses très très concrètes qu'on prépare dès maintenant, qu'on fait des bâtiments, etc., mais auxquelles on ne pense pas, parce qu'on pense... j'ai un client l'autre jour qui m'a dit on pense aux hérissons. Oui, mais en fait c'est très concret, c'est sur nous aujourd'hui. Et après l'autre point sur lequel ils ont du mal aussi à avancer, parce qu'aussi ils ne veulent pas être tout seuls. C'est vrai sur l'écologie, mais c'est encore plus vrai sur l'économie. Ils ont l'impression que s'ils avancent tout seuls, ils vont perdre.
il faudrait avancer collectivement. C'est un peu le sujet. Il faut un mouvement global. Voilà. Et le deuxième point, c'est sur l'économie. Donc, comment est-ce qu'on sort de l'attachement à la consommation permanente, la croissance comme seul KPI suivi de valeur, presque. C'est la seule manière de faire de la valeur, c'est de grandir, etc., sans fin, etc. On le voit, on est dans un monde fini qui va avoir du mal à continuer à grandir au niveau global. Et ça, ils en ont conscience, ils veulent travailler dessus, mais ils ont du mal parce qu'ils se disent oui, mais si moi j'arrête d'être rentable, tous les autres ils vont venir m'attaquer et prendre mes clients, etc. Ouais. Et donc ça, c'est compliqué. Mais en même temps, il faut vraiment prendre conscience de la finitude de notre monde et de cette incapacité à pousser jusqu'au bout, parce qu'aussi elle crée l'inégalité économique. Mais en tout cas, ce sujet économie et climat, c'est peut-être les deux sur lesquels il y a encore pas mal de travail à faire. Si je suis dirigeant aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu pour intégrer justement la prospective dans ma stratégie ? Déjà, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est très dur de faire tout seul. Parce qu'en fait, c'est des moments où il faut prendre du recul, se challenger, aller voir des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant que dirigeant et qu'on a aussi beaucoup d'autres choses à faire au quotidien. Et je pense que c'est un des points sur lesquels on touche vraiment ce concept de solitude du dirigeant. Parce que, alors on le sait, les dirigeants sont assez seuls, mais sur ces sujets de projection, ils peuvent pas vraiment le faire avec leur entourage, parce qu'ils comprendront pas forcément leur business, etc. Ouais. Ils peuvent pas forcément le faire. Moi, des fois, je le vois même du mal avec du COMEX. Alors, dans leur entreprise, c'est compliqué. Même avec leur COMEX, des fois, c'est compliqué parce qu'il faut accepter une certaine part de vulnérabilité, de pas tout savoir, etc. Et donc, ils sont assez seuls sur ces sujets. Et donc, mon premier point, ce serait presque de dire, faites-le avec quelqu'un qui peut vous aider à ping-ponger et à réfléchir avec vous. Ça n'a pas besoin d'être un prospectiviste, mais en tout cas, c'est compliqué de le faire tout seul. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, le premier point, je disais, c'est sur ces signaux faibles. D'arriver vraiment à voir ce qui est l'écume des vagues médiatiques, les tendances un peu génériques, les annonces qu'on nous fait, et vraiment ce qui peut être des moments de bascule et des choses assez bouleversantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va, en fonction de son profil, de son métier, on va prendre des choses différentes. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est hyper personnel. C'est hyper personnel. Mais ça revient un peu à ce sujet de sport de combat. C'est qu'en fait, on s'est préparé pour certaines choses, on aura créé de l'agilité, etc. Donc, il y a prendre ce sujet-là, de ces signaux faibles. Ensuite, essayer de projeter. Et là aussi, c'est un bon exercice. Une vision. On parle souvent de vision dans les entreprises. Ouais. C'est une vision sans prospective. Moi, j'ai jamais compris comment on fait vraiment ça, mais voilà, on crée ces scénarios-là, on imagine ce monde de demain, et ensuite on se dit, voilà, ma vision en tant qu'entreprise, je pense que le monde il va aller vers ça. Et ensuite, on fait une ambition. Moi, en tant qu'entreprise, vers quoi c'est quoi mon rôle, vers quoi je vais. Ça, c'est la partie très conceptuelle, un peu théorique, mais derrière, on arrive à créer des priorités stratégiques, on arrive à faire redescendre ça sur ses produits, sur ses manières d'interagir avec ses clients, etc. Et ensuite, on crée des jalons temporels, des KPI dessus, mais tout ça découle un petit peu de tout ça. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le sujet, c'est que c'est très compliqué, même pour eux, de le faire tout seul et d'avancer tout seul. Donc, très vite, il faut arriver à créer un collectif. Moi, très vite, des fois, je travaille avec le patron pendant un moment, mais derrière, je dis qu'il faut embarquer, en fait, parce que alors, il n'y a rien de plus inutile que moi, à qui on demande de travailler sur un sujet, qui disparaît pendant 2 mois et qui arrive avec 500 slides magnifiques, avec toutes les solutions, tous les constats, etc., et qui présente le sujet. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et voilà, ça a un peu plus d'intérêt, mais pas complètement non plus. Juste moi et un patron ensemble, parce qu'en fait, après, il devra refaire tout ce travail-là, lui, auprès de son équipe. Et donc, très vite, il faut faire ce collectif. Un collectif de travail, parce qu'en plus, on va avoir des perspectives différentes, des manières de voir le monde différentes. Et donc ça, c'est utile. Et après, comment je le fais redescendre petit à petit en ruissellement sur toute mon entreprise, embarquer les gens. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que quand je revois mes clients 1 ou 2 ans après sur mes sujets, ils me disent il y a eu le sujet qui était intéressant. Mais en fait, déjà, les gens étaient super intéressés et le sujet était plébiscité par tout le monde parce que ça parle aux salariés, mais aussi aux citoyens. Et donc, en fait, ça embarque les gens. C'est vrai. Ça donne du sens, ça donne un cap. Même ça aide à faire des décisions difficiles au quotidien parce qu'on sait pourquoi on fait tout ça et on sait vers quoi on se bat. Et au-delà du projet en lui-même, ça a créé de l'agilité, de la curiosité, de la résilience au sein des entreprises. Donc, c'est tout bénéfice. Tout en un. Et c'est vrai que quand on parle beaucoup aussi de gestion du changement au sein des entreprises, peut-être que la prospective est la meilleure manière de s'y prendre et de le faire quelque part.
Alors, dans les démarches d'accompagnement du changement, il y a ce qu'on appelle en anglais l'appreciative inquiry. C'est un très bon moyen pour embarquer les gens, plutôt qu'ils passent leur temps à regarder sur ce qui n'a pas marché hier ou ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui, c'est d'aller se projeter vers quoi on veut aller pour embarquer un peu tout le monde et mettre tout le monde autour de la table. Et donc, en effet, la prospective, au-delà de l'intérêt de fond de monter une stratégie, c'est aussi un très bon moyen dans la forme de réunir tout le monde autour d'un projet, de les faire regarder tous dans le même sens. Et là aussi, je le disais, de développer leur agilité, leur résilience. De toute façon, on le voit dans l'étude et quand on regarde un peu les différents articles, le monde de demain ne sera fait que de gérer des crises, gérer des enjeux qui sont beaucoup plus intenses qu'aujourd'hui. Et donc, il faut un collectif fort. Et donc, c'est un très bon moyen d'embarquer tout le monde sur ce projet et ça j'ai beaucoup de chance, j'avoue que quand on organise ce genre de mission et qu'on fait des ateliers, les gens viennent tous, font tous leurs devoirs parce que ça les sort de leur quotidien en fait. Alors je veux pas taper sur X ou Y, mais c'est souvent plus intéressant qu'une formation purement juridique ou alors des résultats purement comptables. Ça fait remonter, ça fait se poser des vraies questions et donc ça intéresse tout le monde. C'est participatif. Ouais. Ça donne envie. Je voudrais qu'on revienne un moment sur l'intelligence artificielle. On en a parlé dans l'introduction. Là aussi, on entend tout et son contraire, notamment dans les médias, avec une vague à la fois de création d'emplois et le fait que ce serait une vraie chance, justement, pour le monde professionnel. Et à l'inverse, justement, tout son contraire. Destruction massive d'emplois, perte de compétences, plus d'esprit critique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, je pense que déjà, on a passé les premières années de découverte de l'IA et d'annonces complètement soit apocalyptiques, soit ça va sauver le monde. Je pense que là, heureusement, on entre dans le moment où on peut en rentrer un petit peu dans le concret et passer ce premier niveau un peu journalistique de ça va tout détruire ou ça va tout sauver. Moi, je vois deux niveaux dans l'IA, dans les organisations, dans les entreprises. Il y a plein d'autres sujets sociétaux, mais dans les entreprises. La première, c'est dans la relation entre l'entreprise et son externe, entre l'entreprise et ses clients. Ça peut être dans de la vente ou dans du service client, etc. Ou alors dans du recrutement, voilà, entre l'entreprise et son externe. Là, je pense que ça va suivre un peu le chemin classique de technologie versus humain par rapport aux coûts. Ça, en gros, les coûts de l'humain pour traiter, par exemple, du service client, les coûts d'humain, ils sont assez stables. Et comme n'importe quelle technologie, l'IA, au début, va être très, très chère par rapport à l'humain. Et donc, elle va être réservée à un petit nombre. Et en fait, à mesure qu'elle se démocratise, elle va être de moins en moins chère. Elle va être finalement moins chère que l'humain. Et c'est à ce moment-là où elle va se généraliser et que l'humain deviendra premium, luxe, etc. C'est vrai, on l'a vu partout, dans le e-commerce. C'est assez classique comme mouvement. Et donc, on risque d'avoir la même chose avec l'IA. Et donc, la question, c'est comment est-ce que à tel moment de l'interaction entre l'entreprise et les clients ou les talents qu'on veut recruter, je mets de l'humain parce que je veux mettre beaucoup de valeur, ou alors je mets de l'humain partout parce que je suis un business premium de luxe et je veux réaffirmer ce luxe premium. Donc ça, c'est le premier point qui est presque le plus facile entre guillemets parce qu'il est assez schématique. On va vouloir aller vers moins de coûts et on choisira où on met l'humain parce qu'il aura plus de valeur. Ce qui est plus compliqué, c'est dans les entreprises parce que ça peut vraiment challenger pas mal l'organisation. Alors là aussi, si on enlève toute la partie un peu journalistique, ce qu'on regarde aujourd'hui et ce qu'on voit en parlant des entreprises et en traçant un peu, en tirant les courbes, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, et pendant un long moment, ce sera un outil d'appui. Je connais aucun leader qui serait prêt à mettre une IA en DAF de son entreprise avec la décision finale des paiements ou même juste face à un client sans aucun contrôle de l'humain. Et ça, au-delà de la technologie, il y a quelque chose de très symbolique qui fait que ça va durer encore très longtemps. Ça, pour le coup, je veux bien faire mon pari là-dessus parce que des fois, on n'est pas des agents purement rationnels et économiques. Et donc, il y a des choses qui ont beau être, même si c'est très rationnel et que demain l'IA est très très bonne et même meilleure que l'humain, il y a quand même ce contact, quand même cette dimension symbolique d'humain qui va beaucoup plus loin que juste la technologie. Donc déjà, ça, pendant un moment, ça va vraiment être de l'appui. Ensuite, il y a un vrai sujet qu'il ne faut pas oublier, c'est sur les juniors. Parce que évidemment, ce qui est le plus IAisable, si je tente le néologisme, c'est tout ce qui est un peu faible valeur ajoutée et donc un peu ce que font les juniors dans une entreprise. Et donc le vrai risque, là, si on réfléchit à ce que pourrait faire une IA dès aujourd'hui et demain, c'est un peu ce que font des analystes, donc souvent des plus juniors dans l'entreprise. Et donc là où il faut faire attention, c'est le renouvellement générationnel. Alors il y a quelque chose de
sociétale là-dessus. Il faut qu'on fasse attention à quelle place on donne à ces gens qui rentrent dans le marché de l'emploi, parce qu'avant de pouvoir être senior et de piloter une IA et de la contrôler, etc., il faut savoir faire les choses soi-même. Bien sûr. Et donc, il y a un sujet social, mais il y a un sujet dans l'entreprise aussi. C'est que si on veut des talents dans le sens de gens qui sont très bons dans le moyen terme et le long terme, il faut les recruter tôt. Et donc, si on remplace l'IA, tous les jeunes par l'IA, ça va être compliqué dans le temps long. Donc ça, c'est un sujet, c'est presque le sujet sur lequel il peut y avoir une espèce de réflexion un peu très financière qui détruirait finalement de la valeur, et si on y va un peu de manière basique. L'autre point aussi par rapport à l'IA que j'ai lu dans une étude récente et je trouvais intéressante, c'est que ils ont commencé à faire vraiment des études sur l'impact sur le cerveau des gens qui utilisent l'IA. Et on voit qu'il y a deux manières de faire. Si on utilise, dès qu'on a un problème l'IA et qu'on commence par poser la question à l'IA, quitte à reprendre derrière, etc., l'effet est assez, quand on regarde les chiffres, assez catastrophique sur le cerveau. Ça crame des neurones, on devient complètement paresseux, dépendant. Et donc ça, là aussi, attention. À l'inverse, si on tente, nous, une première chose et qu'on demande à l'IA de revenir derrière et de nous corriger presque comme un professeur sur certains points, mais en tout cas de ping-ponger, mais on a eu la tentative d'essayer quelque chose pour commencer, là, il n'y a aucun impact sur le cerveau. Et donc là aussi, il faut faire attention, et ça c'est très entreprise, comment on arrive à créer quand même toujours cette dynamique de tenter quelque chose et avoir l'IA en appui et non pas en première, en démarrage. Voilà. Donc c'est assez... on dit beaucoup de choses sur l'IA, mais voilà, je pose un peu plusieurs choses, mais qui sont des questions à se poser dès maintenant sur l'entreprise dans différentes facettes face à l'IA. L'entreprise de demain aussi, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, des nouvelles générations. Il y a aussi le télétravail, est-ce qu'on peut appeler l'hybridation. De plus en plus d'entreprises reviennent. Elles étaient, pour certaines d'ailleurs, passées au tout télétravail. Et puis, petit à petit, les entreprises ne donnent qu'un seul jour de télétravail à leurs salariés, à leurs employés. Là aussi, est-ce que c'est une tendance passagère? Est-ce qu'on va y revenir? À quoi ça va ressembler, ce monde du travail? Ouais. Alors, donc, si on parle d'aujourd'hui, je pense qu'on est dans un mouvement de balancier où on était complètement dans un sens. Il y avait très peu de télétravail, puis après que du télétravail. Et donc là, on cherche un nouvel équilibre. Et donc, il y a des tentatives selon les secteurs. Certains secteurs sont plus durs que d'autres, etc. Là, il faut prendre du recul et attendre que le balancier se stabilise un peu et voir. Mais quand on regarde là, si on se projette, là, cette fois dans le futur, c'est sûr que l'hybridation, elle sera encore plus forte parce qu'au-delà de juste travailler à distance, on va avoir des technologies qui nous permettent de flouter complètement la différence entre être présent ou pas être présent. Alors, on a tous vu dans les dernières élections politiques, les hologrammes, etc. Mais la réalité virtuelle dans les lunettes aujourd'hui permet de quasiment donner l'impression à quelqu'un qu'il est dans une réunion et aux autres qu'il est lui-même dans cette réunion. Donc, on va vers cette hybridation de plus en plus complexe et de plus en plus floue qui va peut-être même nous perdre au bout d'un moment, nous aussi. Et donc, il y a une vraie réflexion à faire là-dessus. Je pense que le problème là où ça coince aujourd'hui, c'est que derrière le sujet du télétravail et de l'hybridation, il y a le sujet de la flexibilité. Et la flexibilité, ça a été une injonction qu'on a envoyée beaucoup auprès de ses salariés. Sortir de sa fiche de poste, être agile, sur les horaires, etc. Et tout à coup, quand la flexibilité, l'injonction est dans l'autre sens, et on leur dit non. Et donc là, je pense qu'il y a une incompréhension de la part des salariés de ne pas comprendre pourquoi on m'a demandé d'être flexible, maintenant l'organisation ne peut pas être flexible aussi. Et donc, tout ça pour dire que si on projette et si on tire le fil, je pense que derrière le sujet du télétravail, il y a vraiment le sujet de cette flexibilité-là, de comment est-ce que je travaille sur donner plus de flexibilité à mes talents, à mes différents salariés, et en même temps, sans abîmer le business. Et ça, une très bonne manière de le faire, c'est de le faire en collectif. Alors, moi, je crois beaucoup, et je le vois dans les entreprises, quand dans les entreprises, on ne demande pas des sondages anonymes ou juste des notes sans son nom, etc., qui s'apparentent un peu à un référendum, on pourrait dire. Quand on fait plutôt des espèces de conventions citoyennes, on pourrait appeler ça en interne, même si ça peut être beaucoup plus léger, de juste prendre un groupe de travail et de les faire réfléchir vraiment de manière lucide sur où est-ce qu'on peut être plus flexible, ou est-ce que ça sert à rien parce qu'en fait ça va abîmer le business. Si on donne cette confiance-là, souvent les résultats sont hyper éclairés et super intéressants. Il y a un exemple que j'aime beaucoup qui est IBM qui a fait ça à la sortie du Covid sur le télétravail. Ils ont fait un groupe de travail avec différents niveaux de seniorité, d'âge, etc. Et ils leur ont dit regardez à quel moment on peut donner plus de flexibilité, moins de flexibilité, parce qu'il y a certaines réunions où en fait cette flexibilité elle va gêner tout le monde. Pour IBM, je sais pas, peut-être un démarrage de projet. Si tout le monde est aux quatre coins du globe, ça c'est compliqué. Et donc eux-mêmes, en fait, quand ils sont posés et qu'en confiance, on leur a dit vous avez carte blanche, ils ont en fait fait un super résultat. Et en plus, comme c'est fait par l'interne,
c'est beaucoup plus accepté que si ça descend. Voilà. Mais au moins, c'est Ouais. prendre du recul et être aussi dans cette agilité en tant que dirigeant par rapport à ses choix et pas se braquer en se disant ça va être utile, moins utile, efficace, pas efficace. Mais voilà, essayer d'être un peu ouvert à ça. Passionnant là aussi. Alors un Mm, autre sujet, vous avez commencé là aussi à parler de la nouvelle génération, les générations au mm, travail. On dit souvent, et au-delà de ça, les enquêtes le prouvent aussi, la nouvelle génération est de plus en plus encline à créer son entreprise. Les jeunes veulent avoir un impact, quoi qu'on mette derrière le mm, mot impact, veulent du sens, comprendre le pourquoi de ce qu'ils font au travail. Et donc, se mm, pose la question d'une génération qui se mm, dirige de plus en plus vers l'auto-entrepreneuriat mm, ou l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose là aussi qui vous inquiète, qui vous mm, surprend ou une continuité assez mm. naturelle de ce qu'on vit aujourd'hui? Ouais. Là aussi, je l'ai pas dit pour le télétravail, mais il faut pas aussi oublier tous ces gens qui ne peuvent pas faire de télétravail parce que le métier n'est pas Bien sûr. télétravaillable. Et pareil sur l'entrepreneuriat, il faut pas qu'on ait nos propres biais à nous. Donc, ceci étant dit, enfin, donc il n'y a pas de solution unique. Il faudra chacun va avoir ses aspirations, etc. Et d'ailleurs, le sens, qui est encore peut-être un autre sujet que l'entrepreneuriat. Moi, dans un rapport que j'avais, enfin, une réflexion que j'avais eue avec un client, on se posait la question est-ce qu'il y aura à un moment donné un retour de la fonction publique parce que comme elle a du sens, peut-être qu'on aura un retour de l'intérêt pour la fonction publique. Alors, elle doit se moderniser, il y a beaucoup de travail sur la fonction publique, mais voilà, Ouais, des aspirations parce que c'est vraiment un métier qui a du sens. c'est vrai. Donc voilà, sur le sens, et là aussi c'est beaucoup de questions ouvertes, il n'y a pas de réponse, mais en tout cas voilà. Sur l'entrepreneuriat, l'indépendance, etc., tout ce qu'on entend sur le fait que tout le monde veut devenir indépendant de soi-même et avoir une activité non salariée. Il y a deux dynamiques que je pense qui sont intéressantes dans les années qui viennent. Premier, c'est que le monde qui arrive, où tout ne va pas forcément être rose, c'est un monde où il y aura de plus en plus de crises, où il y aura de plus en plus d'enjeux, etc. En fait, peut-être que l'entreprise finira par être un espèce de refuge protecteur, de stabilité, un espèce d'îlot de stabilité dans un monde qui est quand même très complexe, où il se passe beaucoup de choses. Et donc peut-être qu'à l'inverse, il va y avoir un retour une inversion, et que les gens vont vouloir aller chercher dans l'entreprise de la protection, un cadre de référence posé, de la stabilité aussi dans un monde qui change tout le temps. Et donc, tout le monde ne voudra pas aller devenir entrepreneur de soi-même, etc. Le meilleur exemple de ça, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, si je suis aux États-Unis et je suis salarié Amazon, par exemple, dans les bureaux, j'ai plus d'avantages en tant que salarié Amazon que citoyen américain. En termes de retraite, en termes de Ah couverture ouais. sociale, etc. Et donc, il y a aucune chance, enfin, il y a aucune raison qu'on puisse pas aller vers ça aussi en France, où en fait, si l'État se réduit parce qu'il faut réduire la dette, etc. Peut-être que demain, l'entreprise, c'est vraiment elle, la protection, le refuge de protection, sur tous les à côté. On voit qu'il y a des secteurs où ils commencent à financer des logements parce qu'ils ont du mal à recruter, la voiture de fonction, la mobilité. Donc en C'est fait, vrai. sur tous ces points-là, peut-être que l'entreprise, bah, finalement, sera plus intéressante et on voudra rejoindre une entreprise pour avoir tous ces avantages. Et si on projette encore plus loin, on le voit déjà un peu dans des situations de canicule par rapport au réchauffement climatique. Peut-être que même le lieu physique entreprise sera aussi une solution. Dès qu'il y a une canicule, tout à coup, les gens retournent au travail parce Ouais. qu'on sait qu'il y aura de la clim au travail. Et donc là, c'est très léger. Mais peut-être que le jour où il y aura une vraie crise, un vrai enjeu, des ruptures d'approvisionnement, si on a un jour, etc., peut-être qu'en fait, c'est dans son entreprise qu'on viendra se barricader, entre guillemets, dans ce scénario-là qui est très négatif. Mais voilà, il ne faut pas oublier Mhm. que ça peut aussi être un espèce de phare ou un point de protection. Ça, c'est pour la première dynamique. La deuxième dynamique, c'est sur la polyactivité. Aujourd'hui, en France, on est très très bas par rapport aux autres sur la multiplication du salarié en parallèle, alors, d'ailleurs, comme c'est dur à qualifier, dans l'étude, je propose le polypreneur. Demain, on aura la figure du polypreneur. C'est l'entrepreneur, mais qui a plusieurs activités en même temps. Et il aura D'accord. peut-être même plusieurs... alors, ce sera peut-être pas des CDI, mais il aura peut-être plusieurs activités salariées à plein temps en parallèle. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on est beaucoup... On est en avance. Alors, je ne sais pas si c'est une avance, mais en tout cas, c'est beaucoup plus puissant qu'aujourd'hui en France. Dans d'autres pays, on a beaucoup plus ça. Et donc, peut-être que demain, face aux complexités, parce qu'on a assez peu parlé de l'économie, mais face aux complexités économiques, des enjeux de classe moyenne qui peuvent disparaître potentiellement dans un des scénarios, Mhm. bah peut-être qu'en fait on aura tous plusieurs travails en parallèle et ça aussi il faudra le gérer. Alors c'est une Ouais. opportunité pour les entreprises parce qu'en même temps elles pourront peut-être se payer les meilleurs talents les plus chers, 3 heures par semaine
sans avoir à l'occuper, déjà à payer un salaire à temps plein et à les occuper pendant 36, 39 ou plus d'heures. Et donc, il y a cet avantage-là, mais derrière, il y aura un vrai enjeu de fidélisation parce que si les gens font plusieurs choses en même temps, ça veut dire que de fait, ils sont moins contractuellement fidélisés. Bien sûr. Et donc, comment on réinvente cette fidélité demain avec son interne et peut-être avec un écosystème externe de gens qu'on va chercher, des experts beaucoup plus pointus qu'on va chercher. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut préparer maintenant parce que là aussi, la fidélité, tous ces ces soft skills, ça se développe aussi en amont. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait dès maintenant, commencer à penser un peu son écosystème externe et se dire comment je vais chercher des expertises et comment je les fidélise et je leur donne envie de rester à travailler chez moi et pas les perdre dès que quelqu'un d'autre sera plus offrant en toujours. Eh oui. Voilà. Le risque, effectivement. Vous affirmez aussi dans l'étude que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Sacré chiffre, sacré bouleversement aussi. Dans ce cadre, qu'est-ce que l'école française doit faire, doit mettre en place pour préparer justement les futurs talents français? Donc, en effet, alors, c'est une étude du Dell Institute 2017. Ils ont tout intérêt à pousser un chiffre très élevé. Donc, derrière le chiffre en lui-même, ce qui est intéressant, c'est de la dynamique. Est-ce que ce sera 85, est-ce que ce sera 60? Bon, en tout cas, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. On en parlait tout à l'heure, cette grande destruction créatrice. La technologie, bien sûr, mais aussi les métiers de l'impact et les métiers de l'écologie vont aussi changer, créer des métiers, en supprimer, etc. Donc, il y aura cette grande destruction créatrice. En plus, dans l'étude, on parle de 3 grands chocs qui vont heurter, parce que bon, l'école, ce sera aussi un miroir de la société. Donc, il y aura 3 chocs que l'école devra arriver à gérer dans la société. Le premier, c'est ce choc de l'IA. C'est cette commodité du savoir où l'enjeu sera plus forcément de fabriquer du savoir en plus parce qu'il sera pléthorique, il sera partout. Ce sera plutôt de le vérifier, de le trier, de le prioriser. Et donc ça, c'est complètement différent par rapport à aujourd'hui où on est dans la production d'un savoir additionnel. Premier choc. Deuxième choc sur la robotique. Là, alors c'est d'autres types de formations, d'autres types de métiers. Mais sur la robotique, on est sur le savoir-faire, sur la précision. Et donc sur certains métiers, comment on fait face à un robot qui arrive à encore mieux que moi être précis et c'est pas que des métiers en bas d'une espèce de hiérarchie, c'est aussi des médecins. La chirurgie, il y a des robots aujourd'hui qui arrivent à faire de la chirurgie de manière incroyable. Tout à fait. Et donc on est dans ces réflexions-là, dans ces chocs-là. Et donc la grande question, c'est comment l'école va réagir. Nouveaux métiers et des nouvelles compétences. Il y a 3 grandes catégories qu'on a appelées comme ça dans l'étude, sur lesquelles je pense, enfin en tout cas, je suis que le porte-parole d'études, etc. Mais en tout cas, sur lesquels il va falloir se positionner parce que ce soit sur le climat ou la technologie, si on prend que les deux, ce ne sera pas remplaçable. L'humain ne sera pas remplaçable. Et donc, il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. C'est avant tout ce qu'on appelle la tête. Donc, c'est tête, cœur, corps. Donc, la tête, c'est tous ces savoirs de l'esprit critique, de la créativité, de la prise de recul, de l'invention vraiment pas de l'innovation, vraiment de l'invention. Ce que l'IA ne pourra pas faire, parce que l'IA, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde le passé, elle prédit un futur, ou en tout cas, elle avance vers le futur, elle invente à partir du passé. Donc, les fois où vraiment faire des bons, mais voilà, mais ça se forme. Il faut former les gens, il faut les responsabiliser là-dessus. Sur l'esprit critique, moi, un jour, j'avais entendu un exemple que je trouvais génial, qui était un professeur qui, plutôt que de donner à faire une fiche sur Louis XIV, par exemple, enfin, une fiche sur prof d'histoire au lycée, plutôt que de faire une fiche sur quelqu'un de célèbre du passé, il a demandé à l'IA de lui en faire une, il a rajouté des fautes, il a demandé à ses élèves de corriger ce qu'avait fait cette fiche-là. Et donc, ça montre bien que c'est pas de la production de savoir, parce qu'en fait, sinon, quand on demande fait une fiche sur Louis XIV, la personne va juste aller copier ce qui existe déjà. Mais quand je dois corriger ce que m'a fait l'IA et aidé par que le professeur a ajouté aussi des fautes, là, ça active d'autres dimensions de compétences. Donc, ça, c'est sur la tête. Le cœur, c'est tout ce qui est empathie, tout ce que la machine ne fera pas. Empathie, compréhension de l'autre, lien humain aussi. C'est l'exemple éternel des médecins, où peut-être que en radiologie, l'IA fera toute l'analyse, mais c'est pas l'IA qui annoncera à quelqu'un qu'il a une maladie compliquée. Et donc, ce lien humain, il se travaille. Et sur ça, on est assez mauvais en France, en formation, sur travailler cette empathie, travailler ça humain. C'est pas du tout quelque chose qui est valorisé dans nos grandes études commerciales, ingénieurs, etc. Cette dimension-là. Et d'ailleurs, quand on parle à des médecins, ils disent, là, ça commence, ça fait un moment que ça a été mis en place, mais c'est vrai que c'est pas le cœur de leurs études aujourd'hui. Voilà. Et après, corps.
encore, c'est encore un autre type de gens, j'en parlais avec la robotique, c'est l'artisanat, c'est cette précision, c'est aussi tous ces mouvements. Pendant longtemps, la blague, c'était que dans un entrepôt Amazon, on utilisait des humains sur des boîtes de certaines tailles parce qu'en fait, la machine n'arrivait pas à s'adapter à certaines tailles. Et donc, il y a Ouais. quand même un dernier, presque, on pourrait dire, un dernier kilomètre humain, même par rapport à la machine, où elle n'arrive pas à avoir cette précision. Alors ça évoluera peut-être. Mais sur l'artisanat, très très niche, ou même sur le lien avec le vivant, c'est quelque chose sur la machine, l'IA, la machine n'ira jamais là-dessus. Et donc, voilà, Ouais. si on doit mettre le paquet sur certaines compétences, ce serait probablement plutôt celle-là. Sur l'éducation, vous évoquez par ailleurs 2 scénarios, alpha, l'école inclusive, et oméga, l'école des inégalités. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des conséquences d'ailleurs sur les futurs talents d'entreprise? Alors aujourd'hui, ce qui est drôle entre alpha et oméga, c'est que moi je l'avais vraiment écrit comme un scénario positif et un scénario négatif. Et on m'a dit, et on m'a beaucoup dit quand je faisais des conférences, en fait le scénario négatif c'est juste la continuation d'aujourd'hui. Et en fait c'est assez vrai, c'est si on Ah ouais. tire vraiment le trait. Donc il n'y a pas de rupture absolue sur le négatif. Donc le négatif, si on se projette, dépendance à la technologie, inégalité totale dans l'éducation, entre certains qui arrivent à aller vers ces compétences-là parce qu'ils sont au bon endroit, ils ont les bons moyens, les bons accompagnements et d'autres. Euh, euh, Risque d'une société du divertissement aussi, où en fait on laisse on est dépassé par tous les changements à faire, que ce soit IA, mais aussi, je prends toujours ces exemples parce qu'ils sont assez symptomatiques, mais climat et IA, on n'a pas envie de se battre, et donc hop, on se replie sur le divertissement, et là il y a de toute façon des entreprises qui sont toujours très fortes pour nous brancher sur du divertissement, on pourrait Oui. faire plus que ça. Et donc voilà, on va vraiment le risque c'est d'aller vers ce monde-là. Et à l'inverse, c'est plutôt le scénario positif, il va falloir vraiment bifurquer, aller faire vraiment réfléchir à des nouvelles manières, des manières de faire. Je prends un exemple, c'est sur ce qu'on apprend à l'école. On peut en parler un peu parce que c'est le miroir un peu de tout ce qu'on vient de se dire sur la société. Tout à fait. On va pas pouvoir empiler des heures et des heures de plus que ce qu'il y a déjà avec de l'esprit critique, de la créativité, etc. Et donc, il va falloir, à un moment donné, probablement, dans le scénario positif, c'est pas sûr que ça se passe, mais si on veut le faire un espèce de grand Big Bang de ce qu'on apprend à l'école. Et à un moment donné, vraiment faire des choix. Est-ce qu'on décide de former des citoyens ou des gens qui sont prêts pour l'entreprise? Est-ce qu'on veut des gens qui ont ce qu'on appelle des hard skills, donc qui savent très bien faire certaines choses, ou plutôt des soft skills pour s'adapter, la créativité, l'adaptation, l'agilité, et on n'apprend pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes heures de cours, C'est sûr. etc. Et dans les manières de faire des exercices. Est-ce qu'on veut que des gens, par exemple, à une époque, on se disait, il faut que tout le monde apprenne à coder. Oui. Mais en fait, maintenant, on voit que le no-code arrive, et donc tous ces gens qui ont appris à coder, ou alors on veut tout le monde coder sur HTML, et après on est passé à autre chose. Et donc, est-ce qu'on risque de courir derrière la technologie en se disant, on va mettre tout le monde au code, ou tout le monde a certaines compétitions? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais c'est là où c'est vraiment un choix social. Est-ce qu'on continue à se dire, il faut apprendre la littérature française du XVIe siècle, parce que ça inculque des choses beaucoup plus profondes? Ou alors on se dit, on arrête ça et on est beaucoup plus opérant et on apprend des choses. Mais voilà, ça va être difficile de tout faire en même temps. Je pense Ouais. que là, on arrive au bout d'un modèle où on essaie un peu de tout faire en même temps. Et là, on n'y arrivera plus. Et donc, ça, c'est le positif. Le positif, c'est aussi la place du professeur par rapport à tout ça, qu'on revalorise. On creuse l'autonomie locale, peut-être des écoles par rapport à quelque chose de très centralisé. Comment on redonne de la place vraiment au professeur qui connaît sa classe. Voilà. Et après, la technologie a beaucoup de positifs aussi. L'idée, c'est pas... Dans la technologie, le piège, ce serait de digitaliser tous les usages en se disant on va juste mettre des écrans partout et puis ce sera facile. Il y a des choses très bien qu'elle va pouvoir faire. En fait, elle va pouvoir personnaliser aussi les parcours. Moi, j'ai des problèmes, j'ai 15 ans, je suis assez mauvais en mathématiques sur certains points. Et en fait, la technologie va pouvoir fabriquer des contrôles, des exercices, des révisions spécifiquement pour moi et passer plus vite sur les choses que j'ai bien compris. Mais ça pose après des questions d'individualisation des parcours versus de collectif. Et donc, comment recréer un collectif? Donc, voilà, il n'y a pas de... Ce qui est bien et triste avec la prospective, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais en tout cas, c'est les vrais choix. Et je trouve que sur ce point-là, comme sur beaucoup, on est une société qui est un peu à bout de course sur certains points. On refuse de faire des choix, on veut empiler. Et à un moment donné, il va falloir repartir un peu sur de quoi il nous faut vraiment. Dans les entreprises, ils connaissent ça bien sur les sujets budgétaires. Il y a ce qu'on appelle le zero-based budget. On prend quelque chose et on repart à zéro et on se dit qu'est-ce qu'on construit. Alors c'est financier, mais peut-être qu'il va falloir un zero-based education sur l'école en France en se disant qu'est-ce qu'on veut vraiment apprendre demain. Il y a un peu de travail, effectivement. La France de 2040, elle ressemblera plutôt au modèle américain, asiatique, scandinave. On place souvent d'ailleurs la Scandinavie, les pays scandinaves nordiques comme vraiment des références et des modèles à suivre. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, la géopolitique et ce qui est international, c'est presque le plus compliqué en prospective parce que c'est ce qui bouge le plus vite.
moi, j'aurais du mal à dire Ouais, quel sera le modèle, si je prends le modèle américain que je connais assez bien étant moitié américain, tout à fait. qu'est-ce que sera le modèle américain dans 20 ans? Je pense que si on avait fait l'exercice il y a 10 ans, on n'aurait jamais imaginé, ou 15 ans, on va dire, si on repart à époque Obama, impossible de deviner qu'aujourd'hui, on serait dans un pays qui rogne sur l'état de droit et est en train de basculer. Est-ce que c'est encore une démocratie? Donc, il y a Bien sûr. ces vrais questionnements-là. Euh, et donc, je vais un peu botter en touche. Je pense qu'il y a un modèle à affirmer qui est spécifique. Donc, si on dézoome, pas que sur l'éducation, hein, mais vraiment un modèle plus large, qui est de comment est-ce qu'on arrive à faire attention au commun. Ça va être un vrai sujet de demain, et que les entreprises, il ne faut pas sous-estimer aussi, parce qu'on en a peu parlé, mais il y a un vrai sujet sur les ressources demain. Euh, dans l'étude, on explore quelque chose. Est-ce que demain, par rapport aux faibles ressources et aux choix et aux arbitrages qu'il va falloir faire par rapport aux ressources, est-ce qu'on produira toujours comme aujourd'hui Hmm. par rapport à ce qu'on veut produire, ou est-ce qu'on produira par rapport à ce qu'on a de disponible? Et non pas sans basculer dans quelque chose de complètement apocalyptique, mais juste parce que Ouais, à ce moment-là, on n'a pas ce matériau, on peut pas, et donc en fait, ce sera drivé par l'offre presque plus que la demande. tout à fait. Et donc c'est ces réflexions-là. Comment on recrée du collectif? Comment on arrive à remettre l'État aussi au centre? Alors dans les scénarios qu'on a postés, c'est aussi ça. Nous, on croit beaucoup dans le rôle de l'État aussi comme arbitre. Alors certains le voient, et notamment les entreprises, des fois comme gênant, mais voilà, il faut qu'il reprenne son bon rôle. Il doit avoir un rôle d'encadreur, de donner de la stabilité, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Stabilité, continuité, Ouais. pas changer de réglementation, mais on ne peut pas, en tout cas dans ce modèle positif, et c'est peut-être ça qui l'oppose à certains modèles d'autres pays, c'est que c'est un État qui n'est pas central, mais qui a quand même son rôle. On ne peut pas avoir un monde où les entreprises s'opposent à l'État en permanence, et Hmm. les entreprises ont peur de l'État, à juste titre des fois, de ce qu'il va faire, de ses revirements, etc. Donc voilà, dans ce modèle-là, on est beaucoup plus là-dessus. L'attachement au vivant, alors je ne sais pas si c'est le modèle scandinave, mais en tout cas, l'attachement au vivant, l'attachement à l'apaisement, l'attachement au vivre ensemble. Alors, moi, j'ai aussi cette casquette Fondation Jean Jaurès, donc forcément, les inégalités, la Ouais. classe moyenne, tous ces enjeux-là, on va pas pouvoir les mettre sous le tapis. Et c'est aussi important pour les entreprises, parce qu'une entreprise qui avance, elle va pouvoir être contre ses parties prenantes. À un moment donné, on ne peut pas avancer si les clients ne suivent pas, si les investisseurs même ne suivent pas. Donc voilà, il y a comment recréer un peu cette concorde dans ce modèle-là. Et à l'inverse, le modèle négatif qui risque enfin, les modèles américains et asiatiques, enfin chinois en tout cas, aujourd'hui, pas forcément. Alors, sauf sur certains sujets comme l'écologie, où la Chine avance très, très vite et Mhm. très fort. Mais il y a des vrais débats. Là, j'ai vu l'autre jour qu'il y a des débats sur les publications trimestrielles. Il y a cette envie, comme en Chine, de pouvoir projeter à 100 ans et donc moins être happé par le court terme, etc. Donc, Ce que il vous y a disiez des. tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des débats. Je trouve que le moment est intéressant, parce que, contrairement à il y a 10 ans ou 20 ans, quand on faisait de la prospective à 20 ans et que je disais aux clients, bah, la première chose, c'est déjà de ne pas se dire que demain sera juste la suite linéaire Excel d'hier. Et aujourd'hui, ça paraît évident, parce depuis 10 ans, on a vécu pas mal de chocs. Ouais. Mais au début, ils me regardaient en me disant, mais qu'est-ce que vous me racontez? Les courbes, voilà ce qu'elles donnent, etc. Et donc, Ouais, ouais. il faut un peu dépasser ce point-là. Et donc ça, c'est assez rassurant. C'est qu'en tout cas, il y a une alternative, si on reprend la phrase célèbre, et on est en train d'essayer là de tâtonner dans un monde un peu nouveau. Donc voilà, quel modèle? Probablement un modèle européen, donc peut-être le modèle scandinave. Mais pour ça, il faut aussi défendre, il faut aussi que les entreprises collectivement, on défende aussi certaines choses comme l'état de droit, pas se dire que les pouvoirs publics sont des ennemis, etc. Donc arriver un peu à créer cette concorde. Eh B. Dernière question, Dylan. Si vous aviez 30 secondes, peut-être un petit peu plus, devant un comité de dirigeants français, quel serait Mm. votre message clé justement pour préparer leur entreprise au monde de 2040? Bah, je commencerai par dire que les études montrent que l'espérance de vie d'une entreprise n'a fait que baisser ces 30 dernières années. Ah oui, Ouais. Avant, alors ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître complètement, mais non, mais rachat, changement de forme, etc. Mais en tout cas, c'est des chiffres, je crois que c'est Deloitte, enfin, en tout cas, c'est un des cabinets de conseil qui sort, qui analyse. Et donc, le CAC 40 dans 20 ans n'aura plus rien à voir avec le CAC 40 d'aujourd'hui. Et on voit déjà le S&P d'il y a 30 ans n'est plus celui d'aujourd'hui. Enfin, et donc, ça ouais. change beaucoup. Donc déjà, première chose, c'est que c'est en train de changer. Pourquoi c'est en train de changer? Ça, c'est ma conviction, mais je pense qu'elle est de plus en plus partagée. C'est parce que tout le monde regarde le court terme. Tout le monde est focus et ne fait plus que regarder le court terme, ces chiffres trimestriels, et n'arrive plus à avancer sur du temps long. Et n'arrive plus à anticiper. Mm.
Alors qu'on sait, en plus c'est drôle parce que tout le monde a eu les mêmes formations dans dirigeants d'entreprise ou a lu les mêmes livres, la stratégie, que ce soit d'entreprise, militaire pour ceux qui adorent, ou politique, c'est que de l'anticipation. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent à anticiper, à court-circuiter les autres, ou plus ou moins gentiment, mais en tout cas à avancer et à prendre de l'avance. Euh, et aujourd'hui, anticiper, qu'est-ce que c'est? C'est arriver à sortir de son cockpit et regarder un peu le monde Ouais. autour de nous parce que on est dans un monde qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes où en fait, de plus en plus, c'est pas juste moi, mes investisseurs, c'est toutes les parties prenantes qui ont un rôle important. Et donc, le rôle d'un CEO, c'est arriver à gérer entre toutes ces parties prenantes. Et un patron m'avait dit un jour, mon rôle, c'est de satisfaire le plus possible, de dissatisfaire le moins possible. Tous un peu, donc c'est une espèce de permanent, d'équilibre un peu permanent. Mais en tout cas, sortir de son cockpit, regarder comme le monde est en train d'avancer, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir préparer ses produits, préparer sa stratégie demain et avancer dès aujourd'hui. C'est aussi peut-être le point final que j'aimerais bien qu'on comprenne, c'est que quand on travaille, moi quand je travaille avec mes clients sur la prospective, il y a une partie se projeter, mais il y a toute une partie aussi qu'est-ce qu'on change dès maintenant et Dès comment on maintenant. avance. C'est surtout pas juste des exercices théoriques dans 20 ans. Ouais. C'est on projette pour mieux avancer maintenant. Donc on agit dès maintenant. Voilà à peu près en un peu plus de 30 secondes ce que je dirais à des dirigeants. Et ben, ce sera notre mot de la fin. Merci infiniment, en tout cas, Merci. Dylan, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Effectivement, la prospective n'est pas un luxe intellectuel, mais un outil concret pour diriger Complètement. autrement. Merci. Beaucoup.